Salut, c'est CryptChain. Bon, tout d'abord, il y a pas mal de cryptos intéressantes qui sont sorties ces derniers temps. Je pense à Blue et puis il y en a d'autres aussi. Mais je vous propose d'abord de revenir aux fondamentaux pour préparer au mieux la reprise qui ne devrait pas tarder. Quand la reprise va revenir, c'est pas dit que ce soit le cas pour tout le monde. Ça risque plus d'être un nouveau départ qu'une reprise comme avant. Donc on va essayer de revoir les aspects importants pour pouvoir les approfondir. Les aspects importants, c'est comment valoriser une crypto, où en sont les développements technologiques, quels sont les nouveaux projets des cryptos qu'on connaît déjà, etc., etc. Donc il y aura comme d'habitude les vidéos disponibles sur cette chaîne, mais je me suis fixé pour objectif de préparer 3 vidéos de formation pour dimanche prochain. Je l'annonce comme ça m'oblige, comme d'habitude. Hein. J'y ai pas encore réfléchi, mais ça devrait être 2 formations et une vidéo délire armée des cryptos. Donc ça va me permettre de commencer à évaluer un peu la valeur que j'apporte. On en reparlera dimanche prochain. Allez, c'est parti. Le bateau de l'armée des cryptos qui avait été renversé s'est remis à flot. On est repassé au-dessus des 400 milliards de dollars de market cap. Mais la mer reste très agitée. Le ciel n'est pas en reste. Lui aussi, il est troublé. L'orage gronde et claque dans la nuit, pulvérisant de lumière l'obscurité blessée. On aperçoit encore la tempête. Elle n'est pas encore vraiment partie. Les soldats de l'armée des cryptos crient pour masquer le bruit de la mer qui frappe inlassablement contre le bateau. 300 hommes se tiennent à l'avant du navire. 300 guerriers en tenue de combat, regardant l'horizon avec un sourire conquérant. Ils savent que le chemin sera dur, que les ennemis seront coriaces. Ils savent qu'ils n'accéderont pas tous au marché. Ils le savent, ils ne le savent que trop bien. Le marché économique n'a pas de pitié pour les faibles. Le marché les mange. La compétition les pulvérise. Le marché est une arène où les gladiateurs les plus imprudents perdent la vie. Crypto, quel est votre nom? Leur demande Bitcoin l'ancien. Aou, 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 répondent en chœur les cryptos tirant dans le ciel des balles avec leur arme blockchain non encore calibrée. Les tambours et les trompettes résonnent. Le bateau avance, doucement, sereinement, glissant sur la mer déchaînée, la coupant. L'équipage est plus déchaîné que la mer. La destinée semble être de leur côté. Le drapeau, celui de la révolution technologique et financière, attaché sur le mât du bateau, flotte au rythme du vent. Loin de là, les généraux de la centralisation ont fixé la vision satellite sur le navire des pirates. Ils les observent. La centralisation est en sueur. Elle a froid, sent des frissons dans son dos. Elle recule, doucement, silencieusement. C'est comme si les barbares étaient pratiquement à ses portes. Elle ne doit pas se faire entendre. La centralisation revient sur ses pas, aussi silencieusement qu'un serpent. Et le son de ses pas. Mais la centralisation ne doit pas paniquer. Centralisation et décentralisation coexisteront probablement, du moins pendant un certain temps. Le tout sera de voir quels seront les services qui fonctionneront le mieux en étant centralisés et quels seront ceux qui fonctionneront le mieux en étant décentralisés. Donc aujourd'hui, on va se pencher un peu sur ces sujets. On va revenir sur des cryptos de base et voir où elles en sont au niveau des usages de décentralisation qu'elles comptent proposer. Mais d'abord, on va se reposer une question générale et importante. On va se rappeler un peu comment évaluer des cryptos. Donc pourquoi je fais ça? C'est par rapport à une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps là, vidéo de 10x de Julian Hosp, l'un des cofondateurs. Hein, j'en ai déjà parlé une fois ou deux, je sais plus trop. Donc dans cette vidéo, en fait, Dr Julian Hosp, il se demandait c'est le titre, hein, How to Value Crypto, comment évaluer les cryptos. Donc, il se demandait comment fait-on pour distinguer un scam d'un shitcoin. C'est-à-dire comment fait-on pour distinguer une crypto qui est volontairement une arnaque, un scam quoi, qui n'a comme seul but que de voler l'argent d'une crypto, d'un projet qui ne parviendra pas, d'un shitcoin, un projet qui ne parviendra pas à arriver à terme. Donc la question derrière comment fait-on pour distinguer un scam d'un shitcoin, la question derrière c'est comment fait-on pour distinguer une bonne crypto. Donc ensuite il s'interrogeait sur la performance des titres. Par performance, il désignait le cours des cryptos qu'aujourd'hui la plupart des gens comparent face aux monnaies fiat. Selon lui, c'est une mauvaise idée de procéder ainsi. C'est-à-dire qu'une bonne analyse, elle doit se baser sur des faits pour être pertinente. Il parle de prise de décision basée sur les faits. Du coup, il dit comment faire pour évaluer les cryptos qui ne sont ni des scams ni des shitcoins et qui ont de bonnes performances. Donc pour lui, pour évaluer la performance d'une crypto,
il faut la comparer à l'environnement crypto et non pas face au dollar. Il faut trouver ce qu'on appelle un benchmark pertinent, c'est-à-dire un bon étalon de mesure. Pour le dire autrement, un bon thermomètre, quoi. Il dit par exemple qu'il y a des chercheurs, je mettrai la vidéo en lien dans le descriptif, mais il dit qu'il y a des chercheurs d'une bonne université américaine qui ont analysé que le fonds qui performait le mieux sur de long terme, c'était un fonds qui était constitué à 55% de Bitcoin et à 45% d'Ethereum. Donc, quand il se demande s'il doit investir, quand lui personnellement il se demande s'il doit investir dans un nouveau coin, dans un nouveau projet, il va comparer le prix de ce nouveau projet par rapport à un étalon. Donc que ce soit celui qu'on a vu, un étalon qui va faire en mettant du 55% de Bitcoin et du 45% d'Ethereum, ou sinon il va faire un étalon avec juste du Bitcoin ou un étalon avec juste de l'Ethereum. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce sera un étalon crypto et non pas un étalon fiat. Et après, il va évaluer la team du projet, et il va aussi évaluer quels sont les usages actuels déjà de la crypto en question. Bref, pour le dire plus simplement, il évalue l'existant avant d'écouter l'histoire, c'est-à-dire la projection qui est racontée par le white paper. Donc les usages actuels, à quoi on peut penser? C'est qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec le coin, à part le vendre et l'acheter sur un échange. Par exemple, avec Bitcoin, on peut acheter plein de choses. Beaucoup de commerçants l'acceptent. Il y a donc une confiance dans la valeur réelle du coin. Idem pour Ethereum. On peut acheter des services, des jeux, des applications décentralisées avec. On accède aux ICO aussi avec, y compris avec le Bitcoin, etc., etc. Mais au début d'un nouveau projet, les tokens, ils ont aucune valeur d'usage. Ils ont aucune valeur d'échange, que ce soit sur un échange décentralisé ou un échange centralisé. Et c'est normal qu'ils aient pas encore de valeur d'usage, puisque c'est le début du projet et que tout reste à faire. Donc, c'est ce que j'ai dit, ils n'ont qu'une valeur d'échange sur les marchés. Et comme évaluer leur valeur, c'est un exercice compliqué, lui, ce qu'il va faire, par exemple, il va comparer les nouveaux projets aux anciens projets les plus avancés, puis ensuite, il compare les teams et il regarde les usages prévus. Et à partir de là, il définit son allocation de portefeuille selon le couple habituel, c'est-à-dire risque-rendement. Donc au niveau des critères importants, c'est ce qu'on voyait déjà ici. En fait, c'était évaluer donc le modèle économique. Et une fois qu'on a le modèle économique, on évalue sa probabilité de réalisation. Donc, quelle est la team? Est-ce qu'il y a déjà un produit existant? Où est-ce qu'ils en sont au niveau du produit? Est-ce qu'il y a un réseau d'utilisateurs? Quels sont les avis des utilisateurs sur ce réseau, s'il y a déjà un réseau d'utilisateurs? Et donc du coup voilà, donc il y a le modèle économique et la probabilité de réalisation. Et comme la probabilité de réalisation du modèle économique, elle est difficile à évaluer, on se concentre en fait sur pas mal d'indicateurs. Qu'est-ce qu'ils ont déjà, où est-ce qu'ils en sont, quelle est la qualité de l'équipe, parce qu'au final, il faut jamais oublier que c'est sur une équipe qu'on investit. Est-ce que la team est soudée? Est-ce que la team elle dépend que d'une seule personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle est très centralisée ou est-ce qu'elle l'est pas? Parce que sur le long terme, une équipe qui est pas soudée, elle peut exploser en cours de vol et du coup le token il va perdre de sa valeur. Donc il y a tous ces critères-là qui rentrent en compte. Est-ce qu'ils ont une communauté d'utilisateurs? Est-ce que leur token a déjà une utilité? Comment est leur wallet? Est-ce qu'il est fonctionnel? Etc. etc. Donc l'idée, c'est aussi l'idée qu'il dit en fait dans cette vidéo-là. J'en parle les deux parce qu'elles sont récentes. Donc l'idée ici aussi, c'est il compare en fait les niveaux d'avancement des projets. Donc la phase du projet qui n'en est qu'à l'état d'une idée, on va dire au stade de l'imagination, l'histoire du white paper, avec le projet qui en est déjà à la phase d'exécution. Et il dit que l'exécution est toujours critiquée. C'est ce qu'on a vu avec les solutions off-chain qui sont proposées par certaines cryptos, avec le Lightning Network, etc. Et c'est normal, car c'est comme quand on voit un film finalement après avoir lu un bouquin. On est souvent un peu déçu, mais au final le film il est là. Il est sur les écrans, on le voit, c'est un produit fini ou presque fini. Donc aujourd'hui, on en a combien? 9 minutes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre son idée et on va parler des projets qui avancent concrètement. On va parler des projets d'échange décentralisés de quelques cryptos. Je rappelle à nouveau que je suis pas un expert et que comme vous, mes connaissances ça progresse au fil du temps, au fil des études. Donc de toute façon là, le but c'est de bien décrire tout ça, de revoir aussi un peu toutes les bases. L'objectif c'est qu'on ait fait le tour de toutes ces questions pour le milieu d'année quoi. Donc, on va commencer. Donc, on va parler un peu de la nécessité des échanges décentralisés, comme on le voit dans l'article qui est là. Donc, dans cet article-là, en fait, on apprend que Komodo a lancé la version bêta des Atomic Swap dans leur échange décentralisé BarterDEX. Donc, on en avait déjà parlé de BarterDEX, mais
Bon, pour rappel, rapidement, et les atomic swap aussi. Donc, les atomic swap, c'est une technologie qui permet d'échanger une certaine quantité d'une crypto contre une autre, quantité d'une crypto, d'une autre crypto, de valeur égale, bien sûr, sans avoir besoin de faire confiance à un intervenant comme un exchange. Donc, le trade se fait de pair à pair, sans avoir à passer par une plateforme d'échange pour le stockage des fonds, la communication d'informations, etc., etc. Donc, par exemple, si Alice, elle a 10 ETH, mais avec 90 néo, aujourd'hui, elle va sur un échange centralisé, je sais pas, elle va sur Binance, par exemple, pour réaliser sa transaction. Mais avec les Atomic Swap, s'il y a Bob qui a 90 néo et qui veut 10 ETH à la place, alors Alice et Bob, ils peuvent s'organiser pour faire un trade, pas en passant par les Atomic Swap. Et en fait, le fonctionnement des Atomic Swap, c'est pour empêcher l'un d'accepter les coins de l'autre avant d'envoyer les siens. Les atomic swap qu'on peut traduire par des espèces d'échanges hors chaîne, communication entre des blockchains en quelque sorte, ils utilisent ce qu'on appelle des hash-time locked contracts, donc des sortes de contrats limités dans le temps. Ça veut dire que si l'une des deux opérations de la transaction envoie du néo ou envoie des néo ou envoie des Ethereum n'a pas eu lieu dans les délais impartis, la transaction est annulée et chacun récupère ses œufs. Donc là, dans cet article-là, ils disent, ici on voit là, donc Komodo, jusqu'ici Komodo, le silencieux, a réussi 50 000 atomic swap, ce qui est un très bon début, vu qu'il s'agit pour l'instant d'une des rares blockchains à proposer un échange décentralisé. Petit clin d'œil à ce qu'on disait juste avant sur la valeur d'échange, enfin non, sur la valeur d'usage et sur les cas pratiques. Et aussi sur l'étape où on disait ceux qui en sont au stade de l'idée, c'est-à-dire toujours au stade de l'imagination, versus ceux qui sont au stade de l'idée en exécution. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours et dont ils parlent ici. Donc tout ça, je vais surligner tout ça. Donc il y a donc d'autres projets qui sont en cours mais qui sont à un stade moins avancé. On les suivra en détail quand ils avanceront. Donc il y a les rumeurs qui disent que Litecoin et Monero vont s'associer pour proposer un échange décentralisé. C'est ce qu'on voit ici. Donc, en fait, l'idée de Charlie Lee, c'est ce qu'on voit ici, c'est de mélanger la liquidité de Litecoin avec l'anonymat et la fongibilité de Monero. Donc, rappelons-nous aussi que si Komodo a déjà une fonctionnalité, si Komodo est déjà un peu avancé aussi, enfin pas mal avancé sur les échanges décentralisés, c'est parce qu'ils ont déjà une fonctionnalité anonymat avec leur technologie Jump Bel Air. On en avait déjà parlé. Donc Monero voudrait s'associer à Litecoin pour profiter du coup de la liquidité de Litecoin et des propriétés anonymat et fongibilité de Monero. Il y a aussi un autre projet, c'est celui de Neo, enfin certains développeurs de Neo qui veulent développer un échange décentralisé qui s'appellerait le Nex. Donc voilà, ça c'est en cours. Ça c'est des idées qui en sont, c'est des projets qui en sont encore qu'au stade de l'idée. Donc je vais pas trop en parler. On verra quand ça avancera. Et du coup, pourquoi les échanges décentralisés comptent? Donc ici, dans cet article-là, ils évoquent 4 raisons. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais je vais les rappeler parce que c'est important quand même. Premièrement, ils nous évitent d'être sous le contrôle des échanges et de nous reposer sur un tiers de confiance. Deuxièmement, les échanges centralisés sont la proie des attaques sur leurs points faibles, c'est-à-dire leurs serveurs et les bases de données centralisées, qui sont la proie des hackers, et ça va devenir de pire en pire au fur et à mesure de la valorisation des cryptos. Troisième point, les gouvernements ne peuvent pas les fermer. Donc là, c'est toujours le petit combat entre l'innovation et la réglementation. Et quatrième point, la vie privée et l'anonymat des utilisateurs. Les données, identification personnelle et information sur les trades, elles ne sont pas collectées comme dans le cas d'un échange centralisé. Donc, en résumé, ce qu'on a vu dans cette présentation du jour, donc on s'est penché sur la valorisation des cryptos, pour rappeler un peu globalement ce qui s'est dit. On s'est rappelé que quand on étudie un nouveau projet, il faut évaluer l'existant plutôt que l'histoire racontée par le white paper. L'existant, on a vu que ça pouvait être la team, le produit, le réseau d'utilisateurs, les avis des utilisateurs et les cas d'usage actuels. On a vu qu'il fallait définir un benchmark solide avec des cryptos déjà avancés, que ce soit Bitcoin ou Ethereum ou les deux, quoi, en fait, un mix de Bitcoin et d'Ethereum. Et ensuite, il faudrait évaluer le nouveau projet, non pas en comparant son cours par rapport aux monnaies fiat, mais en comparant son cours par rapport au benchmark crypto qu'on a choisi. Donc, pour le dire en une phrase, pour évaluer la performance d'une crypto, il faut la comparer à une autre crypto.
Mais on reviendra dessus plus en détail plus tard. Je ferai probablement une des vidéos de la formation dessus, je pense. Bon, j'y ai pas réfléchi encore. Donc ensuite, on s'est penché sur les cryptos qui développaient des cas d'usage. Donc on a vu les cryptos qui créent leur propre service d'échange décentralisé. On a vu que Komodo était le premier, Litecoin suit, Monero s'associe et Neo veut être de la partie. Bref, les projets sont en cours. L'année 2018 devrait apporter son lot d'innovations dans les cryptos. Donc le ciel reste encore nuageux, mais on voit ici et là des petits rayons de soleil apparaître à travers les nuages. Donc pour terminer, pendant que certaines cryptos dorment et ou ne comprennent pas encore les véritables enjeux, quelques ninjas avancent dans la nuit. Ils travaillent sans faire de bruit, sans faire de vagues, les yeux rivés sur leur objectif. Autonomisation des cryptos, décentralisation des opérations. L'innovation veut prendre la régulation par surprise. La panthère face au mammouth. Qui sera le roi? Qui définira la loi? La panthère ou le mammouth? Pour l'instant, ce que l'on voit, ce sont les quelques cryptos qui surgissent hors de la nuit, courant vers l'aventure au galop et signant leur nom à la pointe de l'épée d'un C qui veut dire crypto. C'était Cryptchen. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Armée des cryptos. Ciao.